C'était il y a 60 ans, la nuit du 1er novembre 1954, une trentaine d'attentats visant des symboles de la présence coloniale firent 7 morts. La date entrait dans l'histoire de France comme la Toussaint Rouge et dans celle de l'Algérie comme la glorieuse révolution qui a conduit à l'indépendance du pays en 1962. Cette guerre a fait 1,5 million de morts côté Algérie, que l'Algérie qualifie volontiers de martyrs. Elle a véritablement façonné le pays politiquement, topographiquement, démographiquement, et à travers le 1,5 million d'appelés français, dont 30 000, je le précise, ne sont pas revenus, toutes les familles françaises ont vécu cet épisode que, de ce côté-ci de la Méditerranée, du moins, on a longtemps appelé que par l'appellation les événements. On y reviendra. C'était il y a 60 ans, pourtant il n'y a toujours pas de consensus historique ou mémoriel sur la guerre d'Algérie, plus de 50 ans après les accords d'Évian. Où en sommes-nous ? Pour en parler, je propose d'en débattre avec nos 3 invités que je vais présenter. Sylvie Harkoun, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier au PUF Les vies de Mohamed Harkoun. Alors, Mohamed Harkoun, c'était votre père, un éminent intellectuel, historien de l'islam et philosophe, né en 1928 en Kabylie et mort à Paris en 2010. Vous avez enquêté sur ce qu'il n'avait pas voulu ou pas pu vous raconter. Et à travers la question du tabou, vous interrogez l'absence de mémoire pour comprendre ce qu'elle dit de l'histoire. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Benjamin Stora. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né à Constantine, vos parents se sont exilés en juin 1962 en France. Historien émérite, vous avez arpenté l'histoire de la guerre d'Algérie et la question de son inscription dans les mémoires. Et depuis août 2014, je précise que vous présidez le Conseil d'orientation de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Vous venez de publier au Seuil, vous avez publié beaucoup de livres, mais le dernier en date, c'est celui-ci, La guerre d'Algérie expliquée en images. Ben Salama, vous aussi, vous avez des racines algériennes. Vous êtes journaliste, vous avez réalisé un très beau documentaire qui date de 2012, je crois, intitulé « Une histoire algérienne », dans lequel vous croisez des témoignages très éclectiques sur la guerre d'Algérie, ceux d'enfants de militants FLN, des harkis, des juifs ultérieurement rapatriés, des militaires français, etc. Et vous avez également une actualité que vous partagez d'ailleurs avec Benjamin Stora, puisque vous avez coécrit un livre qui s'appelle « De la guerre d'Indochine à la guerre d'Algérie », c'est ça ? Un film. Un film, pardon, coécrit. Oui, pardon, oui, je m'en mêle les pinceaux. Un film, 1954, La fin d'un monde, pardon, de la guerre d'Indochine à la guerre d'Algérie, qui sera diffusé, je le précise, le dimanche 30 novembre à 20h25 dans la case-histoire de France 5. Et je vous prie d'excuser l'absence de Pierre Jox, qui a dû décommander sa venue. Nous allons commencer par parler des mutations de la mémoire avec vous, Benjamin Stora, puisque au lendemain de la guerre, le pays, la France, devient totalement mutique, comme s'il avait oublié ce qu'il venait de traverser. Vous avez d'ailleurs décrit ce phénomène dans votre livre « La gangrène et l'oubli ». Pourquoi, à votre avis, une telle réaction et cet oubli, est-ce qu'il est, selon vous, volontaire et conscient ? C'est d'abord un oubli qui se fait suite à une sorte de tragédie, bien sûr, car cette guerre a entraîné beaucoup de morts, peut-être pas autant que ce que vous avez dit du côté algérien, mais il y a eu beaucoup de morts du côté algérien, plusieurs centaines de milliers, le départ des Pieds Noirs, le massacre des harkis, et donc par conséquent ce sentiment qu'il fallait vite tourner la page de l'Algérie et de la guerre d'Algérie après 1962, parce que, il faut le rappeler, l'Algérie était partie intégrée de la nation française. C'était pas simplement une colonie, c'était des départements français. Et donc, cette sorte de fin de guerre signifiait la séparation d'une partie de ce que les Français ont longtemps considéré comme partie intégrée dans le territoire français, et donc le début d'une crise peut-être du nationalisme français. Une crise importante. Donc il fallait jeter un voile sur ce qu'avait été cette fin de guerre, cette séparation. Et puis certains, d'ailleurs, ne voulaient plus, comme dans toute catastrophe ou tragédie, vivre en situation de rumination, de remémoration perpétuelle. Il fallait passer à autre chose. Et puis il y a d'autres événements, bien sûr, qui sont arrivés très vite. On n'a pas le temps de s'y attarder, mais il y a eu 1968, l'apparition d'une nouvelle génération qui est entrée sur le devant de la scène politique en France et qui a effacé, disons, les traces de ce qui s'était passé de manière antérieure. Il y a eu aussi l'examen de conscience que les Français ont commencé à avoir dans les années 70-80 sur Vichy. Et donc, tous ces événements, l'après 68, Vichy, etc., fait que l'examen sur véritablement ce qui s'était passé en Algérie a été différé. Et c'est seulement à partir des années 90 qu'on a commencé à regarder en face, et peut-être aussi parce qu'il y avait le vieillissement des générations qui
voulaient se retourner sur leur passé, notamment à la fin des années 90. Et puis enfin, il faut signaler le fait que les historiens ont commencé à avoir accès aux archives, et donc, ce qui n'était pas le cas pendant très longtemps, et donc on commençait à être soutenu des thèses d'histoire. Et sur le plan académique, sur le plan scientifique et universitaire, eh bien, aux livres de témoignages classiques sur la guerre d'Algérie ont succédé les grands travaux académiques des années 2000. Je vous ai dit que pendant un moment, on n'en a pas parlé. D'ailleurs, c'est ce que vous racontez, d'ailleurs, Sylvia Kuhn, dans votre livre. Vous venez de nous dire, Benjamin Stora, on ne voulait pas forcément ruminer. Vous avez vécu personnellement cette difficulté à penser et à dire le passé à travers votre relation avec votre père, hein, je le rappelle, le célèbre Mohamed Harkoun. D'où venait, à votre avis, chez votre père, ce tabou? Alors, ce silence qu'il avait, c'était globalement sur sa vie, c'est-à-dire qu'il était originaire de Kabylie, d'un petit village qui s'appelle Tawert Mimoun. Il est né en 1928, comme vous le disiez. Et il a eu énormément de mal à s'arracher de sa condition, qui était quand même une condition extrêmement pauvre. Dans ce village, il a eu la chance d'accéder à l'école et grâce au Père Blanc au collège, et après de s'élever, parce qu'il était très bon élève, d'aller au lycée à Oran et ensuite à la fac à Alger. Et tout ça dans un contexte colonial, évidemment. Il s'est très vite aperçu que les profs de la fac d'Alger lui enseignaient un islam et une culture arabe qui était fortement imprégné de l'idéologie colonialiste. Donc voilà, il a grandi dans ce contexte avec beaucoup d'humiliation, évidemment, hein. C'était pas facile d'être un très bon élève dans ce contexte-là. Et il a voulu partir pour continuer ses études en France. Et je crois que c'est cet arrachement-là, ces arrachements successifs, d'abord à sa Kabylie, ensuite à l'Algérie, et puis cette arrivée en France en novembre 1954, puisqu'il est arrivé en France au début des événements terribles. Lui, il s'est arraché de l'Algérie au moment où la guerre commençait finalement. Donc il a vécu aussi après un combat en France pour l'indépendance de l'Algérie, d'une certaine façon avec ses idées, mais tout ça a été extrêmement douloureux. Et quand on s'arrache comme ça, petit à petit, d'une vie passée compliquée, je crois qu'il y a tout simplement un refoulement. Je crois que c'est quelque chose que les psychanalystes expliquent très bien et qui se passe dans les périodes de l'histoire très douloureuses et qui affecte les personnes, qui fait qu'on enferme en soi-même un certain nombre de choses et qu'on n'en parle pas. Voilà. En l'occurrence, ce n'était pas franchement ni volontaire ni conscient. Non, pas forcément. Et puis d'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'était un spécialiste de l'histoire, justement. Il abordait toutes les choses par une vision historique des choses. Donc à la fois, lui, il oubliait pour lui, mais il passait son temps à essayer d'analyser l'histoire, la grande histoire. Alors, vous venez de nous dire, Benjamin Stora, qu'on est passé finalement d'une amnésie à une forme d'hypermnésie. Vous m'aviez dit, je crois qu'il n'y avait pas eu moins de 5000 ouvrages écrits sur le sujet. Donc on assiste à ce que vous qualifiez d'une mémoire frénétique, mélancolique, envahissante. Vous parlez volontiers même d'une nostalgie qui serait déconnectée de l'actualité. Comment est-ce que vous expliquez ce revirement et quels en sont les revers ? Alors, effectivement, il y a eu une sorte d'explosion mémorielle autour de l'Algérie à la fin des années 90, au début des années 2000, les documentaires, les films, etc. Mais il faut préciser qu'il y a eu déjà inflation de livres, pas forcément de films, mais de livres, dès l'après-indépendance de 62. C'est ça qui est assez étonnant, parce que je me suis amusé à faire un dictionnaire des livres de la guerre d'Algérie. Et j'en avais recensé en 1996 près de 3500 en langue française, ce qui était déjà considérable. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens ont eu le besoin, ont senti la nécessité quand même par écrit de livrer leurs témoignages. Mais leur témoignage ne s'est pas forcément diffusé dans l'espace public. Il n'y a pas eu une reprise par les élites politiques, les élites intellectuelles, françaises, culturelles, de ce qui se passait en Algérie. Il y avait peut-être une forme de culpabilité ou de honte ou de gêne, et donc un silence aussi autour de cette histoire. Mais les livres n'ont jamais cessé. Et j'en veux pour preuve le succès, par exemple, d'un ouvrage très célèbre, celui d'Yves Courrière, qui est journaliste et qui a écrit 4 livres sur la guerre d'Algérie entre 1967 et 1971, et qui ont été vendus à près d'1 million d'exemplaires. Ce qui veut dire qu'il y avait quand même, dès cette époque-là, c'est-à-dire dès l'après-indépendance de l'Algérie, une volonté quand même que cette histoire ne soit pas entièrement oubliée. Alors, vous voyez, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y avait cette production, mais dans l'espace privé presque, dans l'espace restreint, dans l'espace familial, dans l'espace intime, mais pas forcément dans l'espace public. Et c'est ensuite, progressivement, que tout ce trop-plein de mémoire familiale et intime est venu se déverser dans l'espace public. À quoi il faut ajouter, je terminerai rapidement, c'est que cette histoire de silence ou de refoulement, l'État
aussi n'a pas voulu assumer quelque part de ses responsabilités dans toute cette histoire. Il y avait cette volonté de ne pas commémorer, de ne pas ouvrir les archives, Je vous interromps etc. parce qu'on va y revenir tout à l'heure justement sur la position de l'État. Avant ça, Ben Salama, on distinguait à l'instant la sphère publique de la sphère privée. Comment se manifeste aujourd'hui le retour des mémoires chez les gens qui ont vécu ces épisodes ? Je ne suis pas historien comme Benjamin, donc je laisserai cette partie Mais à Benjamin. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on assiste à une solidarisation des mémoires quelque part ? Vous faites référence un peu à mon film. Un petit peu. C'est vrai que lorsque j'ai commencé à travailler sur ce film, Une histoire algérienne, dans lequel je raconte les souffrances de toutes les populations algériennes, que ce soit les Algériens indigènes, comme on nous appelait à une époque où français musulmans, ou que ce soit les pieds noirs ou les juifs qui n'étaient pas pieds noirs, qui étaient obligés de quitter leur pays, ou que ce soit les harkis, c'était une souffrance, cette guerre, une souffrance pour toutes les populations. Lorsque j'avais commencé à travailler sur ce film, beaucoup me disaient mais pourquoi tu ne racontes pas ton histoire, elle est intéressante, elle est importante. Et moi, je voulais absolument mettre mon histoire en rapport avec celle des autres, pour montrer que cette guerre a fait souffrir tout le monde. Les Algériens qui avaient vécu 132 ans de colonialisme et 7 ans et demi de guerre, mais aussi ceux qui étaient obligés de quitter leur terre natale, qui est une souffrance immense lorsqu'on quitte sa terre natale, obligé, pas par choix, lorsqu'on s'exile pour une raison ou une autre, on a choisi de partir dans un autre pays pour un projet, une aventure, c'est pas la même chose que de quitter son pays parce qu'on vous a contraint, on vous a chassé. À un moment donné, Benjamin fait partie de ceux-là, de sa famille, qui a été obligé de quitter en 62 Constantine, qui est sa ville natale. Et c'est vrai que cette démarche, elle n'est pas, je dirais, généralisée, qui consiste à parler des autres, parce que les enfants de pieds noirs parlent des souffrances de pieds noirs, les enfants d'Algériens des souffrances des Algériens, les enfants de harkis des harkis. C'est ce que vous expliquez dans votre film, voilà, finalement, cette infinité de vécu et cette infinité de mémoire également. Benjamin Stora, vous évoquiez à l'instant le rôle de l'État. Dans quelle mesure a-t-il contribué à cette inflation mémorielle ? Peut-être par le refoulement, donc la transgression. Donc la volonté de tout dire lorsqu'on sent que c'est pas possible de parler. Donc c'est un paradoxe. Au-delà de ça, il y a eu toute une série de mesures, qu'elles soient politiques, sociales, juridiques, qui ont contribué à ce foisonnement de témoignages que vous évoquiez tout à l'heure. Tout d'abord, l'État, c'est les amnisties. C'est-à-dire le fait que tout a été amnistié dès les accords d'Évian. En 62, il y a eu plusieurs amnisties sur la guerre d'Algérie. 62, 64, 68, 74 et 82. Sous François Mitterrand, puisqu'il y a eu amnistie des 4 généraux qui avaient tenté de faire un putsch contre le général de Gaulle. C'est une forme d'amnistie finale, pourrait-on dire, de couronnement des amnisties. Et donc, toutes ces amnisties fait que personne n'a jamais été jugé en quoi que ce soit dans l'espace public français sur la guerre d'Algérie. Au contraire, la moindre accusation portée sur un personnage peut se retourner contre vous. Donc, il faut être très prudent lorsqu'on énonce, disons, certaines vérités ou certains faits, parce que tout est amnistié. Donc ça favorise l'amnésie, évidemment. Lorsqu'on peut pas, disons, déverser dans l'espace public ou mettre en accusation, etc., on a des difficultés à prononcer, à dire, à nommer les choses. Et comme disait Camus, mal nommer les choses contribue au malheur du monde. C'est une des phrases d'ailleurs qui est citée dans votre film, même Salma, comme quoi, vous voyez, je l'ai vu pour de vrai. Vous confirmez ce que vient de dire Benjamin Stora? Vous l'avez éprouvé également, à travers les recherches que vous avez faites sur la vie de votre père, sur cette période de l'histoire, ces questions d'amnistie, ces questions de foisonnement de témoignages, après ce long silence? Alors, moi, je ne parle que pour moi-même, parce que mon expérience est très personnelle. Je pense que le silence dans une famille n'est pas un vrai silence. C'est-à-dire quand il n'y a pas vraiment de parole, quand on ne raconte pas exactement ce qui s'est passé dans son enfance ou dans son passé ou dans son histoire personnelle, il y a quelque chose qui transparaît quand même. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec mon père. Il y avait des choses qui nous a quand même transmis sur son attachement à la terre, son attachement à la Kabylie, sa fierté de faire partie de ce peuple. C'est presque une mémoire presque sensible
qui passe, qui n'est pas dans la parole, en fait. Et qui fait que les enfants, en tout cas moi, héritent de ça. Et comme on n'a pas tout cet affect, toute cette violence, tous ces déchirements, on ne les a pas vécus nous-mêmes, on a une curiosité à un moment, qui, moi, est arrivée après la mort de mon père. Je me suis dit, mais finalement, quelle était sa vie? Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il a traversé? Et tout ce que j'avais occulté pendant très longtemps, ça m'est revenu comme un boomerang, et je me suis dit, il faut que je sache, il faut que j'enquête. Donc je pense qu'il y a un truc dans la mémoire qui effectivement, peut être totalement occulté par les parents par rapport à ce refoulement, à cette douleur, etc., tout ce vécu dont on a parlé, et qui est transmis comme ça, de manière assez sensible aux enfants, et qui, à un moment, veulent savoir. Et c'est vraiment quelque chose de très fort. Et du coup, on a envie, avec une envie positive, pas une envie de guerre, pas une envie de... On a envie de comprendre. Donc du coup, moi j'ai lu tous les livres des enfants de Harki, des gens qui ont vécu des traumatismes pendant la guerre d'Algérie. Je me suis intéressée à plein de points de vue différents. Évidemment, c'était pas du tout votre univers. C'était pas mon univers. Je n'en avais pas du tout. Et mon père ne parlait jamais de ça, ne parlait jamais de la guerre d'Algérie. Je parlais aussi professionnellement parlant. Ni professionnel, mais ça fait partie de quelque chose qui fait partie de soi par transmission, quelque part. C'est ça qui est intéressant. Vous parliez effectivement de ce foisonnement de témoignages, de mémoires. Pourtant, Benjamin Stora, le musée sur l'histoire de la France et de l'Algérie, qui devait ouvrir en théorie à Montpellier en 2015, si j'ai bien compris, est mort-né. Et vous avez d'ailleurs publiquement déploré ce triple gâchis, à la fois intellectuel, financier, politique, qu'a représenté cette décision. À votre sens, que révèle ce choix par rapport au sujet de notre débat de ce soir? Le choix d'en finir. Oui. C'est que c'est très difficile de concilier les points de vue selon que l'on est français ou que l'on est algérien. Parce que si on est français, on vit cette histoire de manière tragique, sous la forme, disons, d'un abandon, d'une trahison. Je pense au général de Gaulle, pour certains, donc l'antigaullisme, etc. L'abaissement du sentiment national, la tragédie qu'a constitué la séparation avec la France, bien sûr la mort des soldats français, etc. Donc c'est très difficile, disons, de comprendre le point de vue d'en face, c'est-à-dire le point de vue de l'autre. Parce que pour les Algériens, par contre, la question de la guerre d'Algérie, c'est le recouvrement de la souveraineté nationale, de la dignité. Il y a toute une fierté, disons, nationaliste qui s'exprime et qui est toujours vivante en Algérie, qui est toujours très forte, quelle que soit la nature du pouvoir après 62. Si on a le temps, on pourrait en parler, parce que ça aussi c'est intéressant sur le fait de ne pas pouvoir regarder en face, j'allais dire convenablement, cette histoire, c'est qu'il y a les perturbations de l'après 62 en Algérie. Ce qui fait que beaucoup d'Algériens se sont pas retrouvés aussi dans toute cette histoire dans l'après-coup. Ça, c'est encore une autre discussion, mais qui interfère quand même sur la mémoire française. Donc on a par conséquent deux points de vue qui s'expriment. Quand on parle de tragédie, c'est pas la même chose que l'on se situe d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. Quand on parle de douleur, de souffrance, de séparation, d'arrachement, il y a cette sorte, disons, de répétition, de points de vue contradictoires qui continuent de s'affronter dans le présent. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on n'essaye pas de comprendre le passé, mais on veut le rejouer dans le présent, c'est-à-dire toujours. C'est-à-dire qui avait raison, qui avait tort, etc. La preuve, c'est que en France, on discute beaucoup de cette histoire algérienne par sa fin, c'est-à-dire l'indépendance, la tragédie, le massacre des Harkis, le départ des Pieds Noirs, etc. Alors qu'en Algérie, on examine beaucoup cette histoire de guerre par ses débuts. C'est-à-dire le 1er novembre, c'est-à-dire le début de l'insurrection, les origines, la question coloniale, pourquoi on en est arrivé là, etc. Donc, ne serait-ce que sur le terrain, disons, de la commémoration, en France, par exemple, en 2014, on n'a quasiment pas parlé, disons, de ce qui s'est passé en novembre 54. Je crois que le documentaire que nous avons fait ensemble, pratiquement un des rares, peut-être le seul documentaire qui sera diffusé d'ailleurs à la fin du mois de novembre, mais c'est le seul. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de difficultés à parler de cela dans les démarrages, alors qu'en 2012, par exemple, il y a eu une inflation de documentaires, dont on a fait partie d'ailleurs tous les deux. Donc on a eu cette espèce d'inflation, de commémoration autour du départ, de la fin tragique, de l'arrachement, mais on a du mal à s'interroger sur le démarrage, le pourquoi, l'origine, la cause initiale de cette guerre. Alors là, ça nous obligerait, du point de vue français, à nous interroger sur la question coloniale, la question du nationalisme, qu'est-ce qui s'est passé pendant 130 ans, etc. Donc vous voyez, la question de l'opposition des points de vue qui paraît presque irréconciliable encore 60 ans après. C'est très difficile de parler de cette histoire.
je reviens à vous, Ben Salama. On a un peu évoqué le rôle de l'État dans tout ça. Quelle est la nature du travail de mémoire que l'État doit accomplir? Est-ce que c'est son rôle de reconnaître les traumatismes? Est-ce que c'est son rôle de ménager un espace d'expression pour ces différentes mémoires? On a évoqué à l'instant le fait que ce musée, finalement, n'allait pas ouvrir. Quel est votre sentiment sur ce sujet? Avant de répondre à votre question, je voudrais simplement ajouter quelque chose par rapport à ce que disait Benjamin, parce que tout à l'heure, on parlait de l'amnésie du côté français, mais du côté algérien, parce que moi, j'ai vécu la première décennie après l'indépendance à Alger. J'ai quitté ma Kabylie natale pour arriver à Alger. On parlait beaucoup de la guerre d'Algérie, on parlait beaucoup du colonialisme. Et j'ai commencé vraiment à connaître l'histoire de l'Algérie au collège et au lycée à ce moment-là, parce qu'on n'enseignait pas l'histoire de l'Algérie. Ce que vous racontez dans votre film, qu'on racontait l'histoire des Gaulois. Durant l'école française. Voilà, donc il y avait, je dirais même, un surplein de mémoire, de commémoration, une exaltation de la guerre, des faits d'armes. Pas forcément correspondant à la réalité, d'ailleurs. Absolument. C'est pour ça que j'ai parlé d'exaltation. Donc, mais on parlait beaucoup du côté algérien. Vous avez différé ma question, j'en profite pour la différer davantage encore. Est-ce que c'est indiscret de vous demander la raison pour laquelle vous avez quitté Alger pour la France? Parce que je souhaitais faire une école de cinéma qui était très renommée, qui est toujours d'ailleurs très renommée, qui s'appelait l'IDEC, aujourd'hui s'appelle la FEMIS. Donc je suis venu à Paris, j'ai passé l'IDEC et j'ai été admis. Et depuis, j'aime bien la France, j'aime bien Paris, et j'ai décidé. C'est pour ça que je faisais la part entre ceux qui étaient obligés de quitter l'Algérie et ceux qui ont choisi, comme moi, de venir vivre en France parce que j'aime vivre en France. C'est évidemment une démarche. C'était un choix personnel. Une démarche radicalement différente. Oui. Alors, pour revenir au rôle de l'État enfin au rôle de l'État dans ce travail de mémoire, quel est votre sentiment sur la place qu'il doit jouer? Est-ce qu'il doit ménager des espaces d'expression pour ces mémoires? Moi, je ne parlerai pas d'État, je parlerai d'hommes politiques. Je rêve d'avoir un De Gaulle et un Adenauer du côté algérien et du côté français, peu importe dans quel sens, Adenauer en Algérie, un De Gaulle en France ou un De Gaulle en Algérie, un Adenauer est capable de dire à un moment donné d'une manière très forte, faisons la paix, signons un traité de paix comme ça, pratiquement. Ça a été préparé en 2004-2005, et puis une loi a tout mis par terre. Et comme je vous l'ai dit à un moment donné lors d'une discussion au téléphone, je rêve d'un office franco-algérien de la jeunesse, comme De Gaulle et Adenauer l'avaient fait en 1963, pour qu'il y ait des échanges entre l'Algérie et la France, ce que ni l'Algérie ni la France aujourd'hui n'est capable de faire, parce qu'on n'a pas des hommes d'État, des hommes politiques suffisamment courageux, volontaires pour faire ce genre d'actes importants. Et puis il y a aussi des raisons sémantiques. Le thème du débat, c'est comment dire le passé d'une même voix. Mais vous le citiez dans votre film, et Benjamin Stora en parlait tout à l'heure de Camus, qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Concernant la guerre d'Algérie, on a d'abord parlé des événements d'Algérie, puis des opérations de maintien de l'ordre en Algérie. Ça n'est que depuis juin 1999, arrêtez-moi si je me trompe, qu'on parle de la guerre d'Algérie. Qu'est-ce que ces errements disent du rapport de la France à ce passé? La France avait du mal, et les hommes politiques en général avaient du mal à accepter que l'Algérie se sépare de la France. Comme disait Benjamin, c'était un département, il y avait une population européenne extrêmement importante. Ce n'est pas la même chose qu'en Indochine, qui n'était pas un département, c'est un territoire lointain, il n'y avait pas une population française, européenne. Enfin, cette séparation a été douloureuse. Ça s'est fait avec une violence inouïe, avec une partie de la population qui a été obligée de quitter sa terre natale. Ça a été un traumatisme qui a été difficile à oublier, à évacuer. Alors, il y a quand même des tentatives de mémoire, notamment ce mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, le nom est un peu à rallonge, qui a été installé au Quai Branly. Alors pour une fois, c'est pas juste une plaque de marbre, mais une installation faite de 3 écrans numériques, et les noms des 23 000 soldats morts pour la France
qu'ils soient français ou harkis d'ailleurs, un défile en permanence, la liste est modifiable. Benjamin Stora, à votre avis, que traduit ce choix artistique ? Le choix artistique, ça je ne sais pas du tout. Non, mais le fait de ne pas avoir les noms sur une marbre, totale, le fait de ne pas avoir les noms... m'insérer dans les choix artistiques. Ouh là là, c'est risqué comme question, ça. Non, je ne sais pas du tout. Et le choix historique ? Alors, c'est autre chose, le choix historique. Non, c'est bien. Moi, je pense que c'est bien qu'on puisse lire les noms de tous les morts, enfin, de Français de la guerre d'Algérie, notamment les soldats, puisqu'il s'agit là d'un mémorial de soldats, donc c'est tout à fait bien. Enfin bon, mais une fois passé ce stade, disons, de la connaissance de ce qui s'est passé du côté français sur l'Algérie, et effectivement, il faut savoir qu'il y a eu en France, les Français ne le savent pas suffisamment, beaucoup de morts du côté algérien. Alors je ne demande pas qu'on lise tous les noms des morts du côté algérien, évidemment, mais au moins savoir que du côté algérien, au bas mot, les historiens se sont mis d'accord maintenant pour considérer qu'il y a 300 à 400 000 Algériens qui sont morts pendant la guerre d'Algérie, ce qui est gigantesque. Rapporté à une population de 9 millions d'indigènes musulmans, c'est énorme. Donc il faut bien prendre conscience de cela. On n'est évidemment pas dans le chiffre que vous avez annoncé tout à fait dans votre introduction, qui est un chiffre officiel, mythologisé, enfin, par l'État algérien, mais quand même, lorsqu'on regarde les chiffres réels, du nombre de ce que l'on appelait les rebelles, les hors-la-loi, les HLL, enfin je reprends les formulations, disons, de la guerre, c'est des chiffres officiels qui sont énormes, qui sont considérables. Et le problème, c'est que si on veut respecter les morts de la guerre d'Algérie, il faut aussi respecter tous les morts de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que si on veut arriver à une sorte d'apaisement ou de paix des consciences, il faut savoir ce qui s'est passé aussi des deux côtés. C'est-à-dire si on n'arrive pas à comprendre des deux côtés, c'est difficile. Et du côté algérien, il faut aussi comprendre ce qu'a été cet arrachement, ce problème que soulevait Ben Salama à l'instant. Puisqu'on parle de Mohamed Harkout, j'en ai beaucoup parlé avec lui de cette question-là, parce que c'est un homme qui était extrêmement sensible à ça, évidemment, sensible à ce qui s'était passé après l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire sur la façon qu'avait eu cette mémoire de se transformer, de se fabriquer, d'être instrumentalisé, réutilisé. Et souvent, il me disait quel dommage pour l'Algérie indépendante qu'elle n'ait pas fait appel et qu'elle n'ait pas ouvert ses portes, disons, à ceux qu'on appelle les pieds noirs, les juifs d'Algérie, etc., qui sont tous les fils de cette même terre. Ça, il me l'a répété plusieurs fois. Ça, il me le disait tout le temps. C'est-à-dire que c'est vraiment un très, très gros problème de l'histoire de l'indépendance, après l'indépendance de l'Algérie, que cette sorte, disons, de nationalisme exacerbé, alors que la guerre avait été gagnée politiquement, que l'État algérien s'est construit, que l'État-nation existait. Alors il fallait, je pense, et il le disait, je ne sais pas s'il l'a écrit, mais enfin, en privé, il le disait. Il en a parlé avec vous également de ces sujets-là ? Non, mais ce qu'il disait effectivement, c'est que la brutalité de cette guerre et de la fin de cette guerre et le rejet de toutes ces années de colonialisme avait effectivement fait naître en Algérie une sorte de réaction extrêmement dure, anti-France, anti-Occident, tournée autour d'une politique d'arabisation à outrance d'une part, et puis d'islamisation très politique de la société, qui sont des signes identitaires très forts contre ce qu'avait été la colonisation. Et par rapport à ce que vous dites, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas assez réfléchi et qui participe de l'amnésie et de l'incompréhension encore aujourd'hui, qui est qu'on n'a jamais vraiment mis le nez dans l'histoire de la colonisation, de ce qui s'était passé, de ce qui aurait pu être bien, de ce qui a été mal, de le formuler de façon historique. C'est-à-dire qu'on est toujours sur qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, mais pourquoi on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Comment on a vécu ensemble en Algérie avant ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces humiliations qu'a vécu quelqu'un comme mon père, qui était quelqu'un d'extrêmement brillant, mais qui a porté ça toute sa vie quand même. Il a été un indigène, en Algérie. Comment on aurait pu éviter ça ? Et lui, c'est vrai qu'il avait cette vision, il adorait la France, comme Ben. La France était le pays de sa culture, de ses études, de ses maîtres universitaires. Et donc, pour lui, l'avenir de l'Algérie et de la France était un avenir commun. Pas un avenir entièrement, drastiquement coupé de mémoire et voire... Ça l'est en partie aujourd'hui, parce que les liens entre le peuple algérien et le peuple français sont extrêmement étroits, sont très forts. Très forts, Il y a des mariages mixtes, il y a une population algérienne, qu'elle soit d'origine européenne ou qu'elle soit d'origine indigène algérienne, ici extrêmement importante.
Du côté d'Algérie, le français est encore enseigné. Lorsque parfois à Alger aujourd'hui, on demande le nom d'une rue, parfois vaut mieux le demander le nom français ancien que le nom arabe aujourd'hui. Donc les liens sont extrêmement forts. Les sociétés civiles sont extrêmement liées. C'est très même important. Même s'il y a une frange de la population française et une frange de la population algérienne qui sont encore dans une haine ou dans une instrumentalisation de cette période, mais les liens entre les sociétés civiles sont extrêmement forts. Alors, on le voit, il n'y a pas de désamour, en tout cas pas de désamour généralisé. En tout cas, les mémoires peinent toujours à se frayer un chemin. Pourtant, le temps passe et les nouvelles générations dont vous faites partie, qui n'ont pas vécu, comme vous le disiez tout à l'heure, cette période, cherchent des explications que personne n'est en mesure de leur donner. Enfin, en tout cas, ça nécessite un vrai travail d'investigation. Est-ce qu'on ne joue pas le jeu, à votre avis, Sylvie Ercoun, de ce que Pierre Nora appelle l'inquiétant spectacle du trop de mémoire, en s'évertuant à examiner un passé si complexe? Est-ce qu'on ne devrait pas, finalement, laisser le passé là où il est? Non, je pense qu'il faut. Il faut se parler. Voilà, c'est ça. Il faut écrire. Il faut écrire le passé. Enfin, écrire le passé d'une mémoire, c'est en parler ensemble, lire les expériences des autres, lire ce que Pour moi, ça passe par l'affect et ça passe aussi par. C'est pour ça que j'écris l'histoire de la vie de mon père, parce que quand on rentre dans la vie des gens, on est tout de suite ému de ce qu'ils ont vécu et on comprend et on a automatiquement de l'empathie. Donc, quand on sort de l'histoire et qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé pour les uns, pour les autres, pour les pieds noirs, pour les harkis, pour tous ces gens qui ont vécu cette période extrêmement mouvementée, on va vers l'autre et on intériorise et on essaie de comprendre et on trouve des solutions et on a envie. Enfin, après, moi, par exemple, c'est un exemple très concret. Je n'étais jamais allée en Algérie de ma vie entière parce que mon père souhaitait pas que j'y aille pour plein de raisons, parce que justement, il voulait nous protéger de tout ce passé. Et quand il est mort, j'ai eu ce besoin irrépressible d'aller là-bas. Et quelle impression j'ai eue? Exactement ce que dit Ben, c'est-à-dire d'arriver dans un endroit que je connaissais déjà, alors que je n'y suis jamais allée. C'est-à-dire que tout m'était familier, les rues, évidemment la langue, puisque tout le monde parle français, une impression de déjà-vu. Donc quand on vit ça, on se dit, mais quel gâchis! Je suis jamais allée dans ce pays avant et j'ai jamais essayé de mieux comprendre les choses. Donc voilà, on participe tous un peu et puis un jour, on a envie de... Donc ça, c'est quelque chose par rapport à mon histoire personnelle. Et je pense qu'à beaucoup de gens, dans les 2e, 3e générations, ça peut arriver. Et alors, bien sûr, il faut des symboles forts, venant des hommes politiques, venant de la reconnaissance de ce qui s'est passé, des drames qui ont... Mais après, il y a l'envie personnelle de chacun. Finalement, la mémoire collective, c'est la somme des mémoires individuelles. Et quand on a hérité d'un passé qui mêle totalement la France et l'Algérie, bah, évidemment qu'on a envie d'aller en Algérie. Et on a envie de reconstruire des trucs avec l'Algérie. Moi, je posais cette question délibérément un peu provocatrice, mais est-ce que, en voulant raconter une histoire si complexe, on risque pas de figer le passé ou de le désincarner? Non, la mémoire, elle est vivante. La mémoire est vivante. C'est-à-dire qu'elle évolue pour une personne et pour le collectif. Et elle s'enrichit, elle se modifie, elle évolue en fonction d'un certain temps présent et d'une représentation générale qu'on a des choses. Mais bien sûr que la mémoire évolue. Il faut l'alimenter et il faut la faire évoluer. Ben Salama, est-ce que le fait d'honorer toutes les mémoires par principe, ça ne revient pas à prendre le risque de communautariser le rapport à l'histoire et de freiner dans une certaine mesure l'apaisement? Communautariser les mémoires, comme l'écrivait Benjamin Stora dans un de ses livres. Non, enfin, je partage entièrement ce que vient de dire Sylvie Ercoun. C'est important que les mémoires individuelles s'expriment et c'est celles-ci au pluriel qui font une mémoire collective. Lorsqu'on regarde d'autres drames que la France a vécu, la guerre 14-18 ou la Deuxième Guerre mondiale, il y a des mémoires individuelles, on raconte des mémoires humaines, des histoires humaines, et c'est ça qui fait à un moment donné une histoire collective. Je pense que plus on parle de soi et plus on parle aux autres. En même temps, il faut reconnaître les souffrances des autres. C'est important de dire...
moi qui suis, je suis né, j'avais 2 ans lorsque la guerre a commencé, la guerre d'Algérie a commencé. Le premier Européen français que j'ai vu, c'était en 57 et c'était un militaire, c'était un soldat. Et je me dis comment dans une République française avec ces fondements importants de cette République avec liberté, égalité, fraternité, comment elle a pu mettre comme ça à l'écart de la République une grande majorité de la population sur son territoire algérien, qui était un département. Comment la République a pu accepter ça? Moi, personnellement, aujourd'hui, qui suis citoyen français, cette question me torture en me disant comment la République, qui avait comme devise liberté, égalité, fraternité, a pu vivre pendant un siècle avec une bonne partie de sa population en dehors complètement du système, comme des sous-hommes, comme des citoyens de seconde zone. C'est comment les hommes politiques, comment les intellectuels, parce que les intellectuels, ils ne s'étaient pas révoltés. Hein, la gauche intellectuelle a commencé vraiment à s'intéresser, à s'impliquer en Algérie à partir de la question de la torture en 56-57. Avant, on n'a pas entendu Sartre, on n'a pas entendu beaucoup d'intellectuels s'exprimer sur ce territoire, ou ces territoires au pluriel, où il y avait des choses inacceptables pour la République. On a parlé des mémoires individuelles, il y a aussi donc les mémoires collectives, et je reviens encore au rôle de l'État. Est-ce que c'est le rôle des institutions de l'État et du droit de dire ce qu'est l'histoire? Non, bien sûr que non. On n'est pas dans un régime où l'État doit écrire l'histoire. Mais ça me paraît être une évidence. Parce que du coup, ça reviendrait au développement d'une forme de droit mou, entre guillemets, qui n'est que déclaratif finalement. Non, mais les historiens n'ont jamais attendu les injonctions de l'État pour écrire l'histoire. De toute façon, s'il a fallu attendre, on n'aurait rien su du tout. Hein. Donc ça fait quand même longtemps que les historiens, y compris pendant la guerre d'Algérie, les historiens se sont engagés. Je ne vais pas citer leur nom, Pierre Vidal-Naquet, André Mandouze. Enfin bon, il y a beaucoup d'historiens français qui se sont engagés en faveur de l'indépendance, mais aussi certains en faveur de l'Algérie française. Hein. Bon. Donc il y avait quand même les deux engagements. Bon. Donc ils n'ont pas attendu l'État pour pouvoir... Non, la question que vous soulevez, je pense, renvoie à une autre chose, c'est les problèmes des lois mémorielles. C'est peut-être ça dont vous parlez. Ça, c'est encore une autre discussion. La loi Guesso, la loi sur le génocide arménien, sur l'esclavage. Mais là, on rentre dans un autre débat, dans une autre discussion sur l'existence de ces lois qui, dans le fond, est-ce que ces lois freinent l'écriture de l'histoire, entravent la liberté de l'histoire, ou au contraire protègent, disons, les individus et les citoyens contre les négations de l'histoire. C'est un autre débat que celui, si vous voulez, vous pourrez me réinviter et on pourra débattre à nouveau, disons, de cette question extrêmement difficile et sensible. Mais moi, je voudrais revenir à la question d'avant. Oui. Quand vous parlez de trou de mémoire, enfin, l'expression de Nora, il y a une chose qui est vraie dans ce que dit Nora, c'est-à-dire qu'on aime bien se mettre en scène amnésique sur l'histoire. C'est vrai, ça. C'est-à-dire que, dans le fond, c'est bien de dire on ne sait rien. Il faut d'abord qu'on sache ce qui s'est passé pour pouvoir se prononcer. Il faut laisser les historiens travailler. Donc on se met en scène amnésique, comme si on ne savait rien. C'est très intéressant comme posture, parce que c'est une posture qui est très largement répandue. Or, les historiens ont beaucoup travaillé, c'est ça la question. Ils ont beaucoup produit, beaucoup dénoncé, beaucoup expliqué tout ça. Donc, se réfugier derrière, disons, ce qui peut paraître inconnu, inexplicable, incroyable, et qui reste encore à défricher, etc., c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait vrai. Tout à l'heure, on évoquait le fait qu'il y avait des milliers de livres qui existaient, que beaucoup de thèses ont été soutenues, beaucoup de travaux existent, etc., mais à chaque fois qu'on parle de cette histoire de l'Algérie, on dit on ne sait rien. C'est l'occultation, c'est la négation, c'est difficile, c'est compliqué, etc. Comment vous l'expliquez? On aime se mettre en scène amnésique pour ne pas devoir affronter le réel. C'est-à-dire qui est le fait qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur les pieds noirs, beaucoup d'ouvrages sur les Algériens, beaucoup d'ouvrages de films, même de documentaires, même des films de fiction. Il y en a beaucoup aussi. Mais quelque part, on a du mal à voir sur les écrans de télévision ou de cinéma, ce qui a été cette réalité. C'est-à-dire que les spectateurs ont du mal à le voir. Donc il y a quelque chose comme ça qui est intéressant à analyser sur cette posture-là. C'est intéressant. Dans cette démarche inconsciente que vous évoquiez tout à l'heure. Ouais.
Je trouve quand même que ça se dessine un peu tout ça aujourd'hui, que cette vision de ce qui s'est passé, on commence quand même, enfin, par rapport à ce que ça a été quand moi j'étais petite et cette espèce de non-enseignement de rien du tout et cette abstraction totale sur cette période, il y a quand même des films, des livres, on commence quand même vraiment à rentrer je trouve dans un imaginaire et dans quelque chose de beaucoup plus concret. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, il y a à la fois romanesque ou plus scientifique, hein, mais je trouve que là, on aborde une nouvelle phase. Moi, je suis assez positive, optimiste, hein, sur le fait que voilà, on est en train d'avancer et peut-être que effectivement la question, c'est d'écrire tout ça ensemble, c'est-à-dire avec les gens de l'autre côté de la Méditerranée. C'est-à-dire que chacun n'ait pas son crayon et sa propre histoire et qu'on ne soit pas dans une compétition de la mémoire, finalement. Il n'y a pas du tout de consensus mémoriel, ne serait-ce que sur le début, la fin. C'est ce que je disais, parce que j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure la difficulté du consensus mémoriel, c'est le regard porté sur la question coloniale, en fait. Il n'y a pas de consensus. Voilà. Et le regard porté sur l'histoire, dans quelle mesure L'histoire coloniale. L'histoire Parce que coloniale, certains estiment que dans le fond, la France a apporté les Lumières et la civilisation, alors que d'autres expliquent au contraire que ça a été la dépersonnalisation et la culturation. Alors quand on est face à deux postures aussi radicalement opposées, c'est très compliqué de dire on va trouver un consensus. Mais pour reprendre ce que disait et compléter ce que disait Sylvie Ercoun, qui me paraît très juste, c'est vrai qu'on a quitté ce territoire, disons, de la terra incognita, de l'amnésie, etc., pour arriver quand même maintenant à des horizons nouveaux, où on a le sentiment qu'on commence à comprendre, à connaître, on commence à faire l'économie, par exemple, de récits qu'on était obligé de faire, par exemple, dans les documentaires, etc. Mais, puisque je fais beaucoup de débats sur ces histoires d'Algérie, de guerre, etc., les questions sempiternelles qui reviennent, du côté français comme du côté algérien, c'est toujours un peu pourquoi on n'a pas accès aux archives. On commence à y avoir accès maintenant. Pourquoi on nous cache tout, on nous dit rien. Vous savez, cette espèce de vision, j'allais presque dire entre guillemets complotiste. Je suis certain que si on ouvrait maintenant un débat avec la salle, il y aurait inévitablement ce type de questions. Or, quand on va aux archives, comme c'est mon cas pendant de très nombreuses années, la première réflexion qu'on peut avoir, c'est il y a très peu de monde qui va aux archives. Il n'y a presque personne qui va. Je parle des archives de l'État à Vincennes, à Ivry, même à Aix-en-Provence, puis à part ceux qui font des recherches généalogiques sur leur famille, il y a quand même très peu de monde qui travaille dans les archives, qui demande des autorisations, des dérogations, etc. Donc rien n'est caché. Mais non, il n'y a pas accès. C'est-à-dire que si vous ne demandez pas les choses, s'il n'y a pas de bataille citoyenne autour des archives, l'État ne va pas s'amuser à ouvrir de gaieté de cœur ses archives. C'est évident. Je veux dire, la fonction même de l'État, c'est de maintenir le système de continuité, de secret, parce que c'est la divulgation des informations, dans le fond, qui met en danger l'État. Donc l'État n'a pas intérêt. Par contre, les chercheurs, par contre, les citoyens ne peuvent pas se contenter d'être dans une attitude de déploration, c'est-à-dire on nous cache tout, on nous dit rien, tout est caché, tout est reconstruit et falsifié, sans se donner les moyens de dire sur tel aspect de l'histoire familiale ou générale, alors il faut peut-être commencer à y aller, à produire, à fabriquer, à écrire, à faire. Vous dites à fabriquer, il y a aussi effectivement la question de l'interprétation de ces archives, une fois qu'on y a accès, parce qu'il y a une inflation mémorielle, mais avec sa quantité de thèses et d'approches très différentes sur le sujet, ce qui pose la question de l'histoire, est-ce qu'elle peut être complètement objective ou neutre? Bien évidemment pas, mais il y a aussi, avec l'ouverture des archives, toutes les questions d'interprétation qui sont aussi diverses qu'il y a de livres sur le sujet. Non, l'objectivité de l'histoire, vous savez, c'est un très vieux débat. Non, je pense que la tâche des historiens les plus sérieux, c'est d'essayer d'approcher au maximum de la vérité de l'histoire, mais ne pas dire on va écrire la vérité de l'histoire. Bon, heureusement qu'on n'écrit pas la vérité définitive sur une histoire, parce que très vite on arrive sur les vérités officielles de l'histoire. Alors ça, c'est pas très bon. Quand on commence à avoir des histoires officielles, comme c'est le cas dans d'autres pays qu'on ne citera pas ce soir et pourtant dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure. Donc quand on a des vérités officielles de l'histoire, c'est pas bien, hein, avec des héros officiels, des martyrs officiels, etc. C'est pas très sympa comme façon de voir, parce qu'après il faut déconstruire, disons, les vérités officielles de l'histoire, en finir avec les mythes. Et pour cela, d'ailleurs, en Algérie, pour ne pas nommer ce pays, il y a quand même des historiens comme Mohamed Harbi qui ont fait ce travail de déconstruction des mythes et des récits officiels, etc. Donc l'histoire suppose un engagement, suppose un point de vue, une réflexion et un sens à donner, disons, au monde et au rapport au monde, bien sûr. Vous avez envie de réagir, Ben Salama? Non, je suis entièrement d'accord, mais l'objectivité, c'est quelque chose de relatif. L'honnêteté, oui, que ce soit pour un historien ou que ce soit pour un documentariste, un réalisateur comme moi, c'est d'être honnête. Mais l'objectivité, parce qu'il y a le point de vue personnel, sa démarche,
son background, sa personnalité qui joue dans le traitement des archives, dans les rencontres, mais être honnête par rapport à ce que l'on trouve comme archive ou comme élément, comme fait, ça c'est important. Il y a ceux qui ont vécu ces éléments et puis ceux qui ne les ont pas connus, qui en ont entendu parler. Et vous disiez que ce n'est pas toujours évident de les sensibiliser au sujet, parce que forcément, ces questions de mémoire, on se les pose quand on est touché de près ou de loin, de près en ce qui vous concerne. Quand on l'est moins, voilà, comment est-ce qu'on s'y prend pour sensibiliser sur ces sujets des personnes qui n'ont pas été directement concernées, même si forcément, beaucoup de personnes ont été de près ou de loin touchées par ces événements? Quand on discute de cette période et de la guerre d'Algérie, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui étaient concernés, hein, quasiment, enfin, c'était largement partagé. Et encore une fois, dans les familles, on s'en parlait pas forcément. Moi, mon beau-père a fait la guerre d'Algérie, côté français, et mon père était en Algérie, là-bas, ce qu'il était, un petit kabyle. Bon, quand je me suis mariée en 90... ils ont discuté, ils ont mangé des petits fours, ils ont bu des coupes de champagne. Pas une seule fois, ils ont parlé ensemble de ce qu'ils avaient vécu en commun, enfin, sur cette terre à ce moment-là. Effectivement, pas forcément dans deux camps différents, on va dire. Mais ça montre à quel point c'est compliqué quand même. Et mon beau-père, qui est toujours vivant et qui a lu mon livre, il m'a quand même sorti cette parole extraordinaire. Il m'a dit « Je regrette de ne pas avoir plus parlé avec votre papa quand même. » Donc, non, mais c'est ça aussi. Et là, je parle encore de l'histoire personnelle des gens. Et c'est pour ça que je suis optimiste, c'est que ça commence à ressortir. Et c'est de la curiosité. C'est qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y avait pas les bons, les méchants. La situation était extrêmement complexe. C'était l'histoire du colonialisme. On ne peut pas résumer ça à des choses basiques et à un enfermement dans des situations basiques. Il faut oser y aller, il faut en parler, et ça, c'est de la curiosité, c'est de l'envie, c'est quelque chose qui, à mon avis, est en train de se passer. Vous avez le sentiment également, tous les deux, que cette envie est au rendez-vous ? Oui. Même s'il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a une frange de personnes qui sont encore enfermées dans leur histoire personnelle. Parce que j'ai eu un débat à Antibes autour de mon film Une histoire algérienne. Il y avait quelques pieds noirs qui me disaient « mais on a toujours vécu en bonne entente avec les Algériens ». Et je leur expliquais, moi, je n'ai jamais rencontré, et c'était la majorité des Algériens qui vivaient dans les milieux ruraux, loin des centres-villes d'Alger, d'Oran, de Constantine ou d'ailleurs, ne vivaient pas en bonne entente avec les Européens. Mais il y avait, entre autres, 2 femmes, mais elles étaient persuadées que... non, elles n'étaient pas persuadées, elles étaient... dans leur histoire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elles n'avaient rien compris. Elles n'avaient rien compris. Moi, il y avait une femme, on s'invitait, il y avait un voisin qui nous faisait un couscous, il y avait ceci ou cela, on racontait leurs petites histoires, mais ce qui s'est passé réellement, pourquoi les Algériens s'étaient à un moment donné révoltés pour avoir la liberté, l'indépendance et acquérir un minimum de dignité, ces 2 femmes étaient passées complètement à côté de cette histoire. Moi, personnellement, je n'essaye pas de convaincre ces personnes parce qu'à un certain âge, on a besoin de rester dans ses mémoires, dans son histoire. Je pense que ces 2 personnes-là vont mourir avec leur mémoire, leur histoire, mais le reste de la population française, elle est ouverte, elle est prête à entendre la vérité ou les vérités. Et elle commence à s'intéresser, et c'est bien que toutes les mémoires, que toutes les histoires se racontent individuelles, collectives, et toutes les souffrances s'expriment enfin 60 ans après, 14, 18, on continue encore à en parler. Pourquoi on ne continuerait pas encore à en parler de la guerre d'Algérie ou de l'histoire algérienne pendant encore quelques décennies? Je pense que ça ferait énormément de bien à la société française d'entendre encore
ces histoires. C'est important pour cette relation franco-algérienne. On va en entendre parler sur les ondes de KTO et de Radio Notre-Dame, au-delà du Collège des Bernardins. Notre échange touche à sa fin. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Alors, on a sans doute ouvert plus de portes qu'on en a refermées, hein, mais c'est le jeu. C'est en cela peut-être qu'on a répondu à notre question de base, à savoir Algérie-France, comment dire le passé d'une même voix. Merci à vous tous d'être venus assister à ce débat. Merci aussi aux téléspectateurs. Alors, je rappelle votre actualité respective. Les vies de Mohamed Harkoun, écrit par Sylvie Harkoun, que nous avions le plaisir d'avoir avec nous ce soir. Benjamin Stora, un énième livre, mais non moins passionnant, sur la guerre d'Algérie en images. Et puis, votre film, rappelez-moi le titre, de façon à ce que je n'écorche pas cette fois. 1954, La fin d'un monde, qui sera diffusé sur France 5 dimanche 30 novembre. À bon entendeur, voilà, le 30 novembre à 20h25. 22h25. Et puis une annonce, mardi prochain, Vincent Némon animera un mardi d'actualité en tentant avec ses invités de prendre du recul sur les enjeux du moment. D'ici là, bonne soirée à tous. Merci pour votre attention.